Alors nous allons poursuivre notre étude du guide Scrum et cette fois-ci nous n'allons pas nous plonger dans Scrum en lui-même, pardon, mais plutôt faire un focus sur le rôle du Scrum Master et ses responsabilités. Le guide Scrum nous dit que le Scrum Master il est redevable de l'efficacité de la Scrum Team. Donc du product owner, de l'équipe de développement, bref de toute l'équipe, lui y compris, il fait partie de la Scrum Team. Et il doit permettre à la Scrum Team d'améliorer ses pratiques en suivant le cadre de travail Scrum. Alors, il y a une manière assez simpliste de lire cette phrase en se disant, bah voilà, si je fais en sorte que l'équipe, elle fait un sprint planning et puis elle fait une revue, une rétrospective et des daily Scrum et que tout ça tient dans le time box et que le product owner, il a un backlog de produits puis qu'il sait à peu près l'organiser, et ben en fait, j'ai fait mon boulot. Alors ça, c'est vraiment le niveau basique. Et pour réussir à faire ça, il n'y a pas besoin d'être certifié. À la limite, n'importe qui dans l'équipe prend le guide Scrum, le lit, l'applique et on l'applique bêtement, sans comprendre. On va aller plus loin que ça. On va chercher à voir déjà qu'est-ce qui rend une équipe efficace ou performante. On parle très souvent d'efficience ou d'efficacité d'une équipe. Il y a de nombreuses études qui ont déjà démontré que, effectivement, la réussite d'une équipe, sa compétence ou sa performance, ça repose sur la somme des compétences individuelles, ce qui consiste à maîtriser un certain nombre de processus de savoir-faire. Mais il y a beaucoup d'études plus récentes qui ont entre 20 et 30 ans maintenant, qui ont démontré qu'il y a d'autres facteurs qui vont renforcer la performance d'une équipe, voire même qui peuvent complètement réduire ou annihiler la performance d'une équipe. Il y a 8 grands facteurs qu'il faut prendre en compte quand on est Scrum Master. Ça vaut pour tous les managers d'ailleurs. Le numéro 1, l'essentiel, le plus important, c'est l'objectif de la mission. Donc ça, c'est le fruit de travaux, de scientifiques, pardon. C'est vraiment un travail qui a été fait de manière empirique, en mesurant des centaines d'équipes, et tous ces scientifiques, que ce soit Ackman, Cohen ou Bailey, sont d'accord sur le fait que l'objectif de la mission, c'est le facteur de réussite numéro un. La composition de l'équipe, c'est également très important en termes de nombre de personnes. Et là, le guide Scrum nous dit il faut que l'équipe de développement soit composée de 3 à 9 personnes au maximum, et idéalement 5 à 7. On a bien un indicateur quantitatif. Et puis évidemment qualitatif. Il faut que toutes les personnes utiles à la production du produit fassent partie de l'équipe. Il ne faut pas qu'il y ait des testeurs en dehors de l'équipe, les testeurs doivent être dans l'équipe. Ils sont là pour faire du contrôle quali. S'il y a du design à faire, il faut qu'il y ait des designers dans l'équipe. Alors s'il y a très peu de design, on se contentera de prendre le fruit de leur travail comme étant des actifs, comme si on prenait un progiciel, ce serait un actif sur lequel l'équipe va travailler. Mais quand il y a beaucoup de travail de design, on mettra les designers, et parfois dans certaines équipes, il y a même un UX designer, quelqu'un qui va être spécialisé du design des interfaces, de l'expérience client. Troisième facteur de performance, le leader. Quatrième facteur, l'ambiance au sein de l'équipe. On va revenir en détail sur ces éléments. Les 4 derniers sont plutôt des facteurs de contre-performance. C'est-à-dire que s'il n'y en a pas suffisamment, on va réduire la performance normale de l'équipe. Si on ne laisse pas suffisamment d'autonomie, de responsabilité, on va réduire la performance. Si on ne donne pas les moyens à l'équipe, on réduira la performance. Maintenant, si on donne le double de moyens, on n'augmentera pas la performance. Le contrôle, c'est-à-dire la pression hiérarchique, va réduire la performance s'il y en a trop. Il faut qu'il y ait du contrôle. Mais on va remplacer dans Scrum le contrôle hiérarchique par l'autocontrôle, le contrôle effectué par l'équipe sur elle-même, et on verra comment ça fonctionne. Et puis dernier point, la rémunération. La rémunération, c'est vraiment un facteur de contre-performance, notamment quand il y a des sentiments d'inégalité. Ça peut être principalement des inégalités dans les différentes positions, on est au même poste, on est au même titre et on ne touche pas le même salaire. Ça, c'est vraiment un facteur de démotivation majeur.
Alors on pourrait dire, ouais, Cohen, Bailey, Ackman, tout ça, c'est des chercheurs américains, c'est des principes qui s'appliquent uniquement aux États-Unis. Alors il y a Pascal Langevin en 2011, donc qui a fait une étude récente, il y a un petit peu plus de 10 ans maintenant, qui a montré qu'en France, on arrive exactement à des résultats similaires. Donc Pascal Langevin, c'est un enseignant-chercheur de l'école management de Lyon, et il a fait cette étude sur des dizaines, je crois même des centaines d'équipes. Donc que ce soit des équipes projet, des équipes de réflexion, des équipes de management, des équipes de travail. Ce qui nous intéresse, c'est les équipes projet. Eh bien, on voit que les facteurs d'importance de ces éléments, la clarté des objectifs de la mission, les relations, l'ambiance, la confiance, la composition de l'équipe, les qualités, les compétences du leader, c'est des facteurs majeurs de performance d'une équipe. Alors il n'a pas suivi exactement les mêmes intitulés que les études précédentes, mais on retrouve les mêmes thématiques. Les ressources disponibles, c'est comme les moyens mis à disposition de l'équipe. Euh, le système d'évaluation ou de rétribution ou de rémunération, on voit aussi qu'il est en dernière position. C'est vraiment ce qui influence le moins une équipe. On va juste faire un focus sur les 4 premiers. L'objectif de la mission. On retrouve cette notion d'objectif de la mission dans les engagements des artefacts de Scrum. Il y a un engagement pour le backlog de produits, c'est l'objectif du produit. Il y a un engagement pour le backlog de sprint, c'est l'objectif du sprint. Donc, il y a vraiment, au niveau de Scrum, un accent très fort qui est mis sur la clarté des objectifs. En tant que coach, le Scrum Master doit aider l'équipe et le Product Owner à clarifier ces éléments, à les rendre complètement clairs. On doit pouvoir les comprendre facilement. Quand on est en plein milieu du sprint, on doit se rappeler quel est l'objectif du sprint. Quand les développeurs se posent la question, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait hier, c'est quoi les problèmes que je rencontre, c'est toujours dans le but d'atteindre un objectif. Et tout le monde cherche à converger vers cet objectif. C'est ce qui va créer de la cohésion d'équipe. C'est ce qui fait que l'équipe va s'appuyer davantage sur de l'intelligence collective et de l'effort collectif plutôt que sur des capacités individuelles. De cette manière, alors il y a plein de bénéfices, notamment la résistance à la pression, la capacité de travail, il y a vraiment beaucoup de bénéfices à avoir des objectifs clairs qui vont rythmer la vie de l'équipe. Deuxième élément, la composition de l'équipe. Là encore, le guide Scrum nous dit qu'il faut des équipes autonomes et pluridisciplinaires. Donc c'est une recommandation de Scrum. C'est pas par hasard, c'est pas le fruit du hasard si cette phrase elle est dans le guide Scrum. Mais maintenant, vous comprenez pourquoi. Parce que ça va accroître la performance de l'équipe. Le leader, c'est le Scrum Master. Le guide Scrum, là encore, qu'est-ce qu'il nous dit? Le Scrum Master, c'est un leader au service de l'équipe. Eh bien, là, le Scrum Master, il a un rôle majeur à jouer dans la performance de l'équipe. En fonction de la manière dont il va se comporter, et beaucoup moins de ce qu'il va dire. Ce qu'il dit, c'est important, mais son comportement est beaucoup plus important pour la performance de l'équipe. Eh bien, en fonction du Scrum Master, la performance de l'équipe ne sera pas la même. Et puis enfin, l'ambiance au sein de l'équipe, là, le Scrum Master, il a carte blanche pour jouer là-dessus. On peut travailler sur l'ambiance au sein de l'équipe au travers des différentes rétrospectives. On peut travailler au niveau de l'ambiance au sein de l'équipe tous les jours. Le Scrum Master, il est en contact quasiment quotidien avec l'équipe. Un Scrum Master peut s'occuper de plusieurs équipes, mais il ne va pas laisser une équipe 3, 4, 5 jours sans prendre de ses nouvelles, sans savoir comment ça se passe, c'est quoi leurs problèmes, sans participer à des sessions de backlog refinement. Ça n'existe pas. Un Scrum Master, il n'est pas dans son bureau, il est avec son équipe. Même si les membres de cette équipe ne dépendent pas hiérarchiquement de lui. Il en a la responsabilité, il est redevable de la performance de l'équipe. Et puis, on a 4 facteurs de contre-performance, c'est l'autonomie et la responsabilité. Là, le guide Scrum nous dit qu'il faut des équipes autonomes et pluridisciplinaires. Normalement, on ne devrait pas avoir à faire face à ce facteur de contre-performance. Les moyens,
là encore, le Scrum Master a un rôle à jouer. Dans le Guide Scrum 2017, il y avait une phrase qui disait clairement que le Scrum Master doit enlever tous les problèmes qui sont externes à l'équipe et qui peuvent empêcher son progrès, qui peuvent empêcher l'équipe d'atteindre ses buts. C'est sa mission d'aller régler les problèmes qui pourraient freiner l'équipe. Et il s'agit bien des problèmes externes à l'équipe. Les problèmes internes à l'équipe, c'est la Scrum Team de les régler. Septième point, le contrôle, principalement la pression hiérarchique, j'en ai déjà parlé. Eh bien, là encore, dans le Guide Scrum 2017, on avait une petite phrase qui nous disait que le Scrum Master doit créer les changements ou être à l'origine des changements qui vont accroître la productivité de la Scrum Team. Eh bien, ces changements, c'est principalement cela. C'est aller coacher le reste de l'organisation, les stakeholders, les managers, pour qu'ils ne viennent pas mettre de la pression hiérarchique sur l'équipe, qu'ils ne s'appuient pas sur leur pouvoir hiérarchique pour venir mettre de la pression sur l'équipe. Ça, c'est vraiment une très mauvaise pratique. On verra comment on gère la pression sur la Scrum Team. C'est vraiment ça peut être un élément de performance. Et dernier point, la rémunération, je vous l'ai dit, c'est un problème, mais s'il y a des inégalités, c'est un problème si les gens sont sous-payés et qu'ils seraient mieux payés ailleurs, ou si d'un collaborateur à l'autre, ils n'ont pas les mêmes rémunérations. Là, ça deviendra un problème, mais on peut augmenter les rémunérations ad vitam. Moi, le premier, on n'aura jamais suffisamment d'argent pour acheter tout ce qu'on a envie d'acheter. Donc, la rémunération ne crée pas de la motivation, ne crée pas de la performance. Ce n'est pas un facteur majeur de création de performance. Ça en crée, mais pendant une semaine, 15 jours, et puis après, ça redescend. Donc, déjà, on a un certain nombre d'actions qu'on peut mettre en œuvre en tant que Scrum Master pour s'assurer que l'équipe est dans les meilleures conditions pour performer. Et on va voir qu'il y en a d'autres. Mais cela déjà, ça nous permet de comprendre un certain nombre de déclarations du Guide Scrum, notamment qu'il faille des équipes autonomes, notamment que le Scrum Master doit déblayer un petit peu ce qui empêche l'équipe Scrum d'avancer, le fait qu'il y ait des objectifs clairs, qu'il faille mettre de la transparence dans les objectifs, que le backlog de produits soit lisible. Ça, c'est vraiment des éléments qui vont accroître la performance d'une équipe. Revenons sur le Guide Scrum. Il nous dit que le Scrum Master est avant tout un véritable leader au service de la Scrum Team et de l'ensemble de l'organisation. Eh bien, si vous vous souvenez de ces facteurs de performance qu'on vient de voir, vous comprenez pourquoi. Vous comprenez pourquoi le Scrum Master est considéré comme un leader au service de la Scrum Team et de l'organisation. Il a la responsabilité de la performance de l'équipe. C'est vraiment son rôle majeur. Et puis on va aller un petit peu plus loin, toujours dans le Guide Scrum. Donc c'est un leader de l'équipe Scrum, mais il assiste également les personnes externes à l'équipe pour identifier et adapter les interactions afin de maximiser la valeur créée par cette équipe. Alors là encore, si vous vous souvenez des facteurs de performance, identifier et adapter les interactions, on voit bien que si le Scrum Master s'occupe de réduire le contrôle exercé sur l'équipe, que ce contrôle puisse exister, mais qu'il ne soit pas une entrave à la progression de l'équipe, qu'il ne soit pas vécu comme du flicage. S'il peut faire en sorte que l'équipe dispose de suffisamment de moyens pour travailler, eh bien déjà, il a réglé deux facteurs majeurs de contre-performance d'une équipe. C'est bien pour ça qu'on nous dit cette phrase dans le Guide Scrum. Identifier et adapter les interactions qui sont les plus bénéfiques et celles qui sont le moins bénéfiques pour l'équipe afin de maximiser la valeur créée par l'équipe. Plus l'équipe va être performante, plus elle va créer de valeur, plus elle s'appuie sur son intelligence collective pour identifier dans le backlog de produits, avec le product owner, quels sont les éléments qui sont les plus susceptibles de générer de la valeur à effort identique ou voire même à moindre effort, et plus cette équipe va produire de la valeur.
Et plus il y a des gens qui sont externes à des prises de décision, qui sont déresponsabilisés par rapport au produit même, qui viennent donner des consignes ou des instructions à cette équipe, et plus l'équipe va se désengager en disant bah, de toute façon, c'est plus de notre responsabilité, c'est le chef qui a décidé. Ben là, il n'y a plus d'engagement. Là, on ne peut pas demander à l'équipe de s'engager. On ne peut pas la responsabiliser puisque c'est le chef qui a pris la responsabilité. En fait, en faisant ça, le manager, il déresponsabilise l'équipe. Il empêche l'équipe de prendre ses marques, d'assumer un certain nombre de responsabilités. Et après, il va lui demander de s'engager. Ben, ça ne marche pas. Bien évidemment, l'équipe ne s'engagera pas. Mais c'est une évidence. Donc, voilà, quand on lit le guide Scrum et qu'on a quelques connaissances à côté sur le management, on voit qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus claires. Donc, le Scrum Master, en conclusion, c'est un manager au service des autres. Pas un manager dans le sens où il encadre des gens, dans le sens où il les dirigerait, où il aurait un lien hiérarchique. Il n'y a pas de lien de subordination entre les membres de l'équipe et le Scrum Master. Ce n'est pas leur chef, c'est leur leader. C'est lui qui les guide, c'est lui qui les conduit. Et en fait, c'est vraiment un manager parce qu'il pratique un style de management bien particulier, qui est le style de management participatif, décrit par Rensis Schleicher dans les années 60. C'est le sujet de notre prochaine vidéo.